Qu'est-ce que l'hypnose? L'état d'hypnose, c'est un état naturel que l'on vit tous les jours, vous, moi, tout le monde dans la rue. Souvent on donne l'exemple, si vous conduisez, on donne souvent cet exemple, quand vous allez d'un point A à un point B, bien souvent vous arrivez au point B et vous vous dites tiens, je suis déjà arrivé là. Pourtant vous avez bien mis votre clignotant au bon moment quand il fallait tourner, vous avez doublé, vous maîtrisiez votre véhicule. Et voilà, il y a eu une séquence comme ça où vous étiez, comme on dit, dans la lune. Voilà, c'est simplement vous étiez là et en même temps un petit peu ailleurs. Voilà, mais ce sont des petites séquences. Vous aimez lire? Ok. Alors si vous aimez lire, quand vous lisez un ouvrage, vous avez l'écrivain qui va vous décrire des personnages, un paysage, vous allez être vraiment plongé dans l'histoire, vous allez même peut-être même vous identifier à certains personnages, et tout en étant donc dans cette histoire, vous êtes chez vous, dans votre fauteuil, ou dans une chaise longue, ou peut-être même dans votre lit. Voilà. Ou si vous aimez aussi le cinéma ou même la télé, hein, je sais pas comment est-ce que vous aimez regarder à la télévision ou regarder au cinéma, eh bien quand vous regardez un film, c'est la même chose. Vous êtes vraiment dans l'histoire, si le film est intéressant évidemment. Donc vous êtes passionné, vous êtes dedans, complètement dedans, et en même temps vous êtes dans votre fauteuil, à la maison ou dans une salle de cinéma. Ça, c'est l'état d'hypnose. C'est ce qu'on appelle aussi un état de conscience modifié. Voilà. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Alors, et puis on peut dire aussi qu'il y a deux sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose classique, un petit peu style Mesmer, hein, qui passe un petit peu dans toute la France en ce moment. Et donc Mesmer, c'est un fascinateur. C'est-à-dire qu'un fascinateur, c'est quelqu'un qui va vous fasciner. Il va vous expliquer que lui, il a le pouvoir, et que vous, quelque part, vous allez lui obéir. En gros, c'est un petit peu ça. Alors ça marche avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être très suggestible pour pouvoir aller sur scène avec Mesmer. Mais voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est totalement différent. C'est plus une collaboration avec la personne. C'est-à-dire, on va créer un climat avec la personne pour qu'elle nous fasse confiance. Et on va faire on va travailler avec elle dans cet état qu'a expliqué Michel, pour que l'inconscient fasse tout un travail. Voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge cet état hypnotique dont j'ai parlé tout à l'heure. On va le prolonger, ça va être un peu plus long, donc on appelle ça une induction. Et pendant cette période un petit peu plus longue, on va donner des outils à l'inconscient pour atteindre l'objectif que la personne recherche, le changement qu'elle souhaite. Voilà. En gros, c'est ça. Pour quel problème est recommandée l'hypnose? Ou plus simplement, pour quel problème l'hypnose est-elle indiquée? Alors, l'hypnose est indiquée pour énormément de choses. En gros, elle est indiquée pour tout ce qui ne va pas pour la personne. C'est-à-dire, si une personne a un manque de confiance en elle, l'hypnose est indiquée. Si la personne, c'est quelqu'un de très stressé, ou qui est angoissé, ou alors qui est très anxieuse, qui est tout le temps en train de prévoir son quotidien en négatif, hein, là, c'est indiqué. Ça fonctionne très bien avec la douleur aussi, sachant que derrière la douleur, le stress, c'est un amplificateur de la douleur. Donc rien qu'en travaillant sur le stress, ça permet à la douleur d'être quand même beaucoup moins forte pour la personne. Après, ça marche aussi pour arrêter de fumer. Oui, arrêter de fumer, oui, ça c'est important, effectivement. Pour les neurésies aussi, pour les enfants, des choses comme ça. Et puis aussi pour tout ce qui est compulsion alimentaire. Hein. Ah oui. Les compulsions alimentaires, le fait de manger et d'avoir besoin de se remplir aussi, donc ça ça marche très bien. Et puis après c'est un petit peu tout, quoi. Parce que nous on va travailler sur le vécu de la personne par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Hein, c'est-à-dire que si une personne vit une période compliquée dans sa vie, eh ben on va travailler pour qu'elle puisse peut-être voir les choses de façon différente. En tout cas, les ressentir de façon différente par rapport au même événement. Et puis, de fois, on peut travailler un petit peu sur ce que la personne a vécu, parce que ce que la personne a vécu, ça joue un petit peu le rôle de... Enfin, c'est pas mal de choses qui s'accumulent en elle, et qui vont faire que, dans le présent, elle va vivre des choses qui devraient être sur une échelle de 1 à 10, elle devrait les vivre, mettons, à 3, mais vu que son vécu est là, c'est un petit peu comme si son inconscient allait rajouter tout ce qui a été vécu sur le problème d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'au lieu de le vivre à 3, elle va le vivre à 6, 7 ou 8.
Donc ça permet aussi de travailler sur des deuils aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu coincés par rapport au deuil. Et puis encore pas mal de choses, je sais pas si tu as d'autres exemples, mais c'est vraiment... Non, je crois que tu as bien fait le tour. Voilà, c'est à peu près un peu tout ce qui va pas, quoi, de toute façon. Est-ce que vous soignez les maladies graves comme le cancer ou autres maladies de ce genre? Alors, on soigne aucune maladie, hein. Ça faut être clair, on soigne aucune maladie, on soigne pas le cancer, on soigne absolument rien. Ce que nous on peut faire par rapport aux maladies comme ça, c'est tout simplement faire en sorte que la personne puisse la vivre différemment. C'est-à-dire qu'on sait que le stress est un amplificateur, le stress ça va un petit peu inhiber le système immunitaire aussi, ça va l'affaiblir, et donc le fait que la personne puisse vivre les choses mais de façon plus sereine, eh ben, ça lui permet quand même de gagner en énergie et de gagner que son système immunitaire soit plus puissant et puisse aussi amplifier tout ce que les chimiothérapies, en tout cas tout ce que le traitement médical va faire. L'hypnose permet d'amplifier un petit peu tout ça, quoi. En tout cas les résultats positifs. Mais en aucun cas, on n'est pas médecin, on ne fait pas de diagnostic. Nous on travaille simplement sur l'émotionnel qui peut être derrière les problèmes médicaux. Mais on ne travaille pas sur les problèmes médicaux. Hein. Ça, c'est très important. Et quand on vient nous voir, pour n'importe quelle raison, que ce soit des douleurs, que ce soit de la fatigue, que ce soit, je sais pas, n'importe quoi, ben on va d'abord voir son médecin, on voit avec lui si derrière, il n'y a pas quelque chose de physique, médical, et voilà, la plupart des gens l'ont fait d'ailleurs quand ils viennent nous voir. S'ils ne l'ont pas fait, nous on leur conseille, et puis à ce moment-là, nous on peut travailler sur ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, le traitement médical, c'est le médecin qui le donne, les antidépresseurs, un petit peu tout ça. La plupart des gens qu'on voit ont prennent des antidépresseurs ou des anxiolytiques, mais ça ensuite c'est avec le médecin de voir s'il l'arrête, s'il le continue, ça c'est pas notre domaine à nous, hein, tout simplement. Sommes-nous tous réceptifs à l'hypnose? Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure Michel, hein, l'hypnose c'est un état naturel. Donc déjà on est réceptif, puisque soi-même on se fait de l'hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on vient nous consulter, c'est vous qui allez vous faire de l'hypnose. On n'a pas de don particulier, on a simplement des techniques. On va vous accompagner à ce que vous rentriez en état d'hypnose. Alors après, si une personne, admettons veut arrêter de fumer. Il vient parce que c'est son conjoint qui lui a dit écoute, regarde combien ça nous coûte, il fallait qu'on change de voiture, parce que quand même ça coûte cher, hein. Donc voilà, on change de voiture, donc voilà, t'arrêtes de fumer et on se paye la voiture. Bon, ok, si la personne n'a pas envie de voiture et qu'elle préfère fumer, si elle n'a pas envie, hein, ça fera rien du tout, quoi. Hein, je veux dire, le problème c'est pas est-ce que la personne est réceptive, est-ce que la personne a envie soit d'arrêter de fumer, ou est-ce qu'elle a envie de faire un travail sur elle, de changer, d'avoir plus confiance en elle, etc. C'est plus ça, c'est plus ça la question. Mais tout le monde est réceptif de toute façon à l'état d'hypnose. Alors il y a des gens qui seront peut-être un peu plus dans le contrôle que d'autres, mais ça ça se fait naturellement, hein, chacun va à son rythme. Puis c'est pas gênant pour nous, en fait. Voilà, c'est pas travailler avec pas gênant. Personne, c'est pas gênant du tout. Après, il faut se dire que l'inconscient, c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Et quelque part, on travaille avec la personne, ok, mais on travaille aussi avec son inconscient. On est très copains avec les inconscients. Ouais. Hein. Donc quand ils viennent avec leur inconscient, évidemment, et c'est avec l'inconscient qu'on va plus travailler qu'avec la personne. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de question de... Enfin, pour nous, en tout cas, il n'y a pas de question de réceptivité. Comment ça se passe une séance d'hypnose? Alors, une séance, dans un premier temps, donc au premier rendez-vous, c'est déjà, c'est sous forme de discussion. Hein. Donc voilà, la personne vient nous voir, nous dit quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle a envie de changer, sa problématique en fait, hein, ses difficultés. Ça peut être un mal-être, ça peut, comme on disait tout à l'heure, un arrêt tabac, ça peut être n'importe quoi. Donc nous, on voit avec la personne quel est vraiment son objectif, qu'est-ce qu'elle veut changer, mais de manière, objective. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est irréalisable. Donc là, il y a toute
un travail de repérage pour nous. Hein. On essaye de trouver dans un deuxième temps, mais en même temps, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment concomitant. C'est-à-dire que pendant qu'on a cette discussion, nous en même temps on repère un petit peu des événements qui ont été un petit peu émotionnels, des choses qui sont un petit peu chargées, qui pourraient être à l'origine justement des difficultés de la personne, pour l'aider justement à atteindre son objectif. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très... comment dire ça? La personne dit ce qu'elle veut. Nous, on prend et puis on travaille avec ça. D'accord? Donc, dans un premier temps, c'est ça, on discute. Et puis après, tout de suite, à la première séance, on commence à travailler avec la personne. Donc, pour ça, on a plusieurs techniques. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien travailler donc, avec une induction. Donc, la personne va être dans un fauteuil. On peut travailler debout. On a plein de techniques qui mettent en état d'hypnose et qui permettent d'aider la personne à atteindre son objectif. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la première séance. Après, peut-être que tu peux expliquer un petit peu différemment. Après, le fait aussi de discuter avec la personne, c'est que ça permet également de voir un petit peu son fonctionnement, comment elle fonctionne, comment elle pense, et puis d'éclaircir vraiment son objectif. Parce que bien souvent, les gens savent ce qu'ils ne veulent plus, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus ne pas avoir confiance en eux, ils ne veulent plus être angoissés, mais ils n'ont pas, quelque part, ils savent pas comment, enfin, ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas réfléchi à comment ça allait être différent. En gros, c'est ça. Et nous, c'est les guider pour que ce soit différent. Parce qu'il faut d'abord que la personne puisse savoir ce qu'elle veut vraiment, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle ne veut plus, mais il faut qu'elle sache ce qu'elle veut aussi. Donc ça, il y a ça. Et puis après, bon ben voilà, la première séance, c'est un petit peu comme ça, puis la deuxième, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ouais. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la deuxième séance, on voit l'évolution entre la première et la deuxième, hein, savoir ce qui a changé ou pas, hein. Et puis on refait le point avec la personne, parce que bien souvent elle ne se rend pas compte des choses qui ont changé, mais comme on a pris des notes, on peut revoir avec elle ce qu'elle nous a dit précédemment. Et puis en fonction de ça, ben, on va continuer, voir l'évolution. Voir l'évolution, tout simplement. Quoi. Jusqu'à ce qu'elle ait atteint son objectif. Le but, c'est ça. Et le fait de parler avec elle, ça nous permet aussi de repérer son fonctionnement pour mieux la guider dans la séance d'hypnose. Pour pouvoir faire quelque chose de vraiment individuel par rapport à la personne, hein, tout simplement. Parce que chacun a son fonctionnement, chacun a ses pensées, chacun a ses croyances, chacun a sa façon de faire, sa vision de la vie, chacun a son passé. Et donc ça permet de vraiment faire quelque chose pour la personne qui est en face de nous. Pas pour son conjoint, pas pour Pierre, ni Paul, ni Jacques, mais pour la personne qui est en face de nous. C'est son objectif à elle qui prime. Voilà. Est-ce que je dors pendant la séance? Alors, pas du tout. On ne dort pas pendant une séance d'hypnose. On est conscient du début jusqu'à la fin. On garde le contrôle. Voilà. Alors après, des fois, on peut... Parce que pendant une séance d'hypnose, on dit pas mal de choses quand même. Hein. On travaille avec l'inconscient, donc il y a pas mal de choses imagées, il y a des métaphores, il y a un petit peu de tout. Alors, on ne se rappelle pas de tout, parce que c'est un petit peu comme dans une conversation. Hein. Quand on parle, on se rappelle de la conversation globalement, mais on ne se rappelle pas de tous les mots qui ont été prononcés pendant la conversation. Et là, c'est un petit peu la même chose, hein, tout simplement. Comme la personne est là et un petit peu ailleurs, des fois elle est plus là, des fois elle est un petit peu plus ailleurs, mais à aucun moment elle dort. Ou alors, si elle dort, c'est que elle est fatiguée et que peut-être qu'elle ressent un bien-être en elle et qu'elle se lâche carrément. Et que, voilà. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, elle dort. Mais c'est pas un sommeil hypnotique. Enfin, le sommeil hypnotique, c'est pas je dors. Hein, les gens qui dorment avec Mesmer, ils dorment pas comme quand ils dorment dans leur lit. Hein, c'est pas du tout la même chose. Donc là, ils sont là et tout, un petit peu ailleurs. C'est tout. Est-ce que l'hypnothérapeute peut me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire? Alors, non, c'est absolument pas. Quand on est en état d'hypnose, on garde notre cerveau. C'est-à-dire que si on ne veut pas dire quelque chose, on ne le dit pas. Si je veux dire quelque chose qui est faux, admettons, pourquoi pas, on peut très bien mentir sous état d'hypnose. Hein. Il
Il n'y a qu'à la télé où les gens ils disent les trucs, mais ça c'est la télévision, hein, dans les bonnes séries, voilà. Mais non, la personne, elle peut nous dire des choses qui sont complètement fausses si elle le désire. Bon, c'est pas l'intérêt. Si elle veut garder quelque chose de secret, elle peut très bien garder quelque chose de secret. Je veux dire, je dis pas que ça n'a aucune importance, parce que plus on sait de choses, et mieux on peut l'aider, et mieux on peut la guider pour qu'elle puisse se sentir bien. Mais après, si c'est son choix, elle peut très bien garder des choses pour elle, et on aura beau faire ce qu'on veut en état d'hypnose, si elle ne veut pas le dire, elle ne le dira pas, hein, de toute façon, ça, y a pas de... ça c'est très clair. Hein. Ce qui est rassurant aussi, hein, parce que ce serait quand même un petit peu inquiétant si on pouvait, sous hypnose, ou faire dire... Après, les gens, quand ils viennent nous voir, ils sont quand même à la recherche d'une solution, ils sont, la plupart, et ils sont un petit peu dans de la souffrance quand même, hein. Donc là, bien souvent, ils vont nous dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, mais c'est eux qui nous le disent. Bien souvent, c'est dans la phase préparatoire, hein, simplement dans l'entretien, où ils nous en parlent, mais c'est en tout cas pas dans la séance d'hypnose. La séance d'hypnose, on peut poser des questions à la personne, c'est assez rare quand même, mais il n'y a pas de... Elle nous dit ce qu'elle veut, hein, tout simplement. Si je ne veux pas faire quelque chose, est-ce que vous pouvez m'obliger à le faire? Absolument pas. Absolument pas. Déjà, il n'y a pas de raison, hein, de vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Sachez quand même que même dans l'hypnose classique, Mesmer, les gens ils vont faire simplement ce que eux ils désirent faire, sachant que de toute façon ils savent très bien que s'ils montent sur scène, ils vont faire un spectacle, et donc ils vont faire un spectacle, hein, tout simplement. En street hypnose, vous savez, l'hypnose de rue, la personne qui participe, elle sait très bien qu'elle va avoir sa main collée ou des choses comme ça, ou qu'elle va oublier un chiffre, mais elle le sait de toute façon. C'est pas quelque chose qu'on va lui faire faire contre sa volonté. Après, nous on fait pas d'hypnose de rue, et on fait pas d'hypnose de spectacle en plus, et donc il n'y a aucune utilité de faire faire quelque chose de ce qu'elle ne veut pas, et en plus, dans notre façon de pratiquer, ça se fait pas, quoi. Enfin, on peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'elle ne veut pas. Tout comme, on peut reprendre l'exemple d'arrêter de fumer. On ne peut pas faire arrêter une personne de fumer si elle ne veut pas. Ça ne marchera pas. Hein. C'est même pas la peine qu'elle vienne. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. Si elle veut, on pourra l'aider. Mais c'est elle qui arrête de fumer. Hein. C'est ses ressources en elle. Nous, on n'a pas de pouvoir. Hein, voilà. Dois-je tout dire à l'hypnothérapeute? C'est préférable. Après, si la personne veut garder des choses pour elle, elle peut très bien garder des choses pour elle. Je dis pas que ça n'a pas d'importance. Mais lorsqu'on vient travailler pour changer des choses en soi, vaut mieux que nous, on ait un petit peu tous les éléments. C'est un petit peu comme, voilà, vous amenez votre voiture chez le garagiste pour X raison. Et vous lui dites, voilà, je vous donne ma voiture, mais surtout, vous ouvrez pas le capot. Hein. Bon, il va la mettre sur le pont, il va regarder un peu comme ça, mais voilà, quoi. Il pourra peut-être pas faire un travail, hein. Nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a besoin, alors oui, on a besoin de parler avec la personne, qu'elle nous donne des éléments qui vont nous permettre de l'aider à pouvoir changer, hein, tout simplement. Donc c'est mieux de le dire, mais si elle ne veut pas le dire, elle ne dit pas. Oui, et puis souvent, même si dans la première séance, elle ne dit pas tout, quelque part, c'est pas très grave parce que ça peut se comprendre. Il faut aussi qu'elle ait confiance, qu'elle se sente en confiance avec nous. Donc, quelquefois, la première séance, elle va lui dire certaines choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et puis, si elle a confiance, dans la deuxième séance, elle dira davantage de choses et voir tout ce qu'elle a vécu et tout ce qui est resté coincé. Donc, quelque part, voilà, ça se fait en général progressivement. Si c'est pas la première séance, la deuxième séance. Si la personne a confiance en nous. Ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ce lien à la thérapeutique pour qu'on puisse travailler vraiment, et puis que la personne soit vraiment bien avec nous, en confiance. Voilà. Je suis très nerveux, je n'arrive pas à me détendre. Comment est-ce que vous allez faire pour me faire entrer en état d'hypnose? Alors, ça tombe bien, si vous êtes très nerveux, on n'est pas là pour vous détendre. L'hypnose, c'est pas fait pour détendre. Donc, ça n'a pas d'importance pour vous. Hein. Donc, au contraire, bien souvent, les gens qui sont nerveux, qui sont dans le contrôle,
eh bien, en état d'hypnose, on arrive plus facilement à les faire entrer en état d'hypnose, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est vraiment pas un souci pour nous. Tu es d'accord avec ça? Oui, parce que l'hypnose, c'est pas de la relaxation. Ouais. Quand on vient nous voir, alors il y en a qui font de l'hypnorelaxation. Nous, on fait pas de l'hypnorelaxation, on fait de l'hypnose, un travail pour que les gens échangent, hein, qu'ils se débarrassent de leurs problèmes et tout. Et donc, il n'y a pas besoin de se détendre, hein, tout simplement. Donc, comme il n'y a pas besoin de se détendre, ils peuvent très bien rester stressés et rentrer en état d'hypnose. Ça n'a pas d'importance. Les enfants, les ados peuvent-ils faire une séance d'hypnose? Oui, bien sûr. Les enfants, quelque part, ils sont tout le temps dans ce monde imaginaire, dans ce monde de l'hypnose. Hein. Beaucoup plus qu'un adulte. Parce qu'un adulte, il a un petit peu, enfin, c'est pas exactement la même chose. Mais l'enfant, il est tout le temps un petit peu là-dedans. C'est son monde, hein, l'hypnose. Hein. Alors par contre, il faut qu'il ait à peu près une maturité d'un enfant de 7 ans. Hein, c'est là où on peut faire le meilleur travail. Et puis sinon, alors, par rapport à l'organisation de la séance, c'est vrai qu'un enfant de 7 ans, au départ, on le reçoit avec ses parents. Soit la maman, soit le papa, soit les deux. Hein. Et puis les parents vont nous expliquer un petit peu l'enfant, ce qui ne va pas, peut-être le comportement, en tout cas la problématique. Et puis ensuite, on reste avec l'enfant, tout simplement. Parce que des fois, l'enfant voit les choses, on a besoin de savoir comment il voit les choses. Et s'il est avec les parents, il va être un peu coincé, quoi. Sachant que des fois, les parents pensent que l'enfant pense d'une certaine façon, et quand on parle avec l'enfant, on se rend compte que il y a pas mal de choses que les parents n'ont pas vues, ou que l'enfant n'a pas pu exprimer aux parents. Et donc nous, on va plus travailler ensuite, tout en restant dans la dynamique de ce que nous a dit les parents, de ce que nous a indiqué les parents. On va plus travailler ensuite directement avec l'enfant par rapport à sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses, et puis ses désirs. Et pour les ados, ça se passe exactement comme avec un adulte. Hein. En général, il y a un très bon contact, ça se passe très bien, et ils sont très bien, ils sont bien dedans, en tout cas. Oui, ils sont vraiment dedans. Ils sont dedans. Dans quel état d'esprit est-ce que je dois être en venant à une séance? Alors, l'état d'esprit, c'est je viens chercher une solution. Voilà, je viens chercher une solution, et c'est pas je suis angoissé, je vais aller bien, allez-y. Là, ça va être compliqué, hein. Je vais pas dire allez, maintenant tu dors, ah là t'es heureux maintenant, et tu te sens serein, tchac. Ça marche pas comme ça. Donc il faut que la personne elle vienne, qu'elle participe, hein. C'est-à-dire que c'est la personne qui va faire les changements en elle, nous on va la guider. Mais l'état d'esprit, c'est j'ai envie de changer, et je vais tout faire pour changer. Mais en tout cas, je vais dire les choses je vais répondre aux questions, et puis je vais m'impliquer un petit peu dans la séance, hein, tout simplement. Alors, dans 90% des gens, quand ils viennent chercher des solutions. Hein, et ils sont dans cet état d'esprit. Parce que quand on prend rendez-vous chez quelqu'un qui en plus fait de l'hypnose, et qu'on va le voir, déjà on a franchi des étapes émotionnelles qui font que c'est pas facile. Hein. Il y a des gens qui franchissent jamais le pas. Et puis il y a des gens qui vont aller au-delà de leurs peurs, au-delà de leurs appréhensions, et quand ils viennent là, quelque part c'est parce que justement, ils sont dans cet état positif de chercher une solution et de tout faire pour. Donc voilà, c'est ça qu'il nous faut, c'est qu'à l'intérieur, il y ait une envie de changer, même si la personne ne sait pas comment, tout simplement. Combien de séances faut-il à peu près pour avoir un résultat? Alors, ça dépend. Bien souvent, c'est une thérapie brève, l'hypnose. Bien souvent, c'est entre 3 et 4 séances. Quelquefois, ça peut être plus court. Le changement peut se faire très rapidement. Ça dépend des personnes. Ça peut être en 2 séances. Et puis d'autres, ça va être un petit peu plus long. Mais nous, notre objectif, c'est pas de garder longtemps la personne, c'est d'arriver à son objectif dans son rythme à elle. Puisque c'est avec ses propres capacités, ses propres ressources qu'elle va changer. Nous, on va la guider, et ça se fait naturellement, en fait. Quelque chose peut-être à rajouter? Alors après, il y a des personnes, ça peut être plus long aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde 3 ou 4 séances. La plupart des gens,
peut-être 80%, ça va être 3-4 séances Oui. à peu près, en règle générale. Il y a des gens, ça va être en une séance. L'arrêt tabac, on le fait en une séance pour la plupart des gens. Après, il y a des gens qui sont dans des problématiques très compliquées dans leur vie quotidienne. Et là, ça va être un accompagnement qui va être beaucoup plus long et qui va leur permettre de pouvoir avancer dans la vie de façon plus sereine, tout en étant dans des conditions très compliquées pour elles. En gros, voilà, c'est ça. Notamment dans l'accompagnement, justement, quand les personnes sont, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, font une chimiothérapie, si c'est une maladie de longue durée, on va les accompagner un peu plus longtemps. Elles ont besoin d'être accompagnées plus longuement. Enfin, si elles le souhaitent, mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus long. Vous pouvez avoir des environnements, ça peut être au travail, qui peut être très très compliqué. Des fois, il y a un management très particulier. Ça peut être familial aussi, ou des fois ça peut être très compliqué pour la personne aussi, pour X raisons, sans qu'elle puisse faire évoluer les choses, et donc pour X raisons, elle peut pas. Et donc là, ça va plus être un accompagnement de soutien qui va se faire tout au long de l'année, si elle le désire, suivant comme elle le ressent, tout simplement. Mais bon, pour 80% des gens, c'est en 3 et 4 séances. Tout à fait. Est-ce que les consultations sont confidentielles? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Elles sont confidentielles, en même temps on n'est pas du tout dans le jugement, donc on est vraiment à l'écoute. Et tout ce qui est dit dans le cabinet reste dans le cabinet. Ça c'est tellement évident que oui, bien sûr. C'est tellement important. Les gens vivent des choses tellement fortes quelquefois, et puis c'est respectueux de la personne. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour raconter. On sort du cabinet, c'est voilà. Enfin, je veux dire, voilà, je peux pas dire mieux. On ne dit absolument rien à personne, ça reste entre nous et la personne qui vient nous consulter. Est-ce que vous faites des séances collectives, individuelles? Alors on fait que des séances individuelles. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque personne a sa façon de fonctionner. Et que ce soit pour l'arrêt du tabac, que ce soit pour la confiance en soi ou toutes les problématiques qui feront que les personnes viennent nous consulter, on fait que de l'individuel, c'est beaucoup plus rapide, c'est vraiment adapté à la personne, parce que chaque personne va vivre les choses en fonction de son ressenti, en fonction de la façon dont elle voit son objectif, et puis en fonction de ce qu'elle a vécu aussi. Et donc, nous on considère, en tout cas la façon dont on travaille, c'est simplement en séance individuelle.